Merci Brigitte Bertolcello. Il me semble qu'à travers cette notion de confort et puis les éléments de la première conclusion que vous avez tirée, vous avez reformulé avec vos mots ce besoin qui s'est fait sentir hier de donner de la chair à cette métropole dont on nous rebat les oreilles. Et j'ai beaucoup aimé donc cette notion d'un confort. Et puis ce que vous avez dit incidemment, à savoir le fait que de beaux projets, ça se voit. Et ça se voit même dans les yeux de populations fragiles, au point de créer de la frustration. Et il faut prendre ça en considération. Merci pour tout ça. On va prendre les questions de la salle, mais auparavant, vous avez constaté comme moi qu'Alain est revenu telle une hirondelle annonçant le printemps, en l'occurrence donc l'arrivée de monsieur Jean-Paul Delevoye, que je te laisse le soin d'accueillir. Oui, et aussi en même temps de présenter la suite des choses. Jean-Paul Delevoye, nous l'avons invité, d'abord parce que c'est un élu, enfin c'était un élu, qui a eu une longue carrière d'élu et qui a exercé toute une série de fonctions, dont celle de président de l'Association des maires de France, qui est tout à fait intéressant par rapport au travail que nous faisons ici. Mais peut-être ce n'est pas ce Jean-Paul Delevoye-là que nous avons invité. C'est bien sûr celui qui est aujourd'hui président du Conseil économique, social et environnemental et qui fait là un travail que tout le monde connaît, mais c'est aussi l'ancien médiateur de la République dont les rapports nous ont paru particulièrement importants concernant le sujet que nous traitons. Et on a là, alors il me disait tout à l'heure dans le couloir, je n'ai fait qu'écouter ce qu'on m'a dit et le répéter, mais on a là une illustration de quelque chose dont on parle depuis hier. Il ne s'agit pas du tout d'enlever leur identité aux chercheurs. Il ne s'agit pas du tout de faire des chercheurs des gens qui répondent aux questions qu'on leur pose en appuyant sur des boutons. Il s'agit d'avoir une communication plus forte et de ne pas mettre des murs là où il n'y en a pas. Marie-Pierre Lefeuve parlait ce matin de gens de terrain qui théorisent et quelqu'un d'autre ajoutait des chercheurs qui décrivent ce qui se passe. On n'a pas de frontières aussi nettes. On a des frontières aux deux bouts du continuum, mais au milieu du continuum, la richesse est faite justement d'expériences partagées. Et Jean-Paul Delevoye est tout à fait caractéristique. Il témoigne de cette capacité d'être un peu des deux côtés à la fois et de l'importance que revêtent ces médiateurs. Ce n'est pas parce qu'il était médiateur de la République, mais que revêtent ces médiateurs qui arrivent à être des deux côtés à la fois. S'il n'y avait que des médiateurs, ça ne marcherait pas. Il faut qu'il y ait des chercheurs durs, il faut qu'il y ait des acteurs durs. Mais on a besoin d'avoir les médiateurs, et c'est non pas une conclusion qu'on lui demande, c'est un témoignage. C'est un témoignage sur le thème qui est le nôtre, et il nous a dit qu'il prendrait la parole volontiers et qu'il se prêterait tout aussi volontiers à un jeu de questions-réponses et de débats. Donc, je ne sais pas si on lui donne tout de suite la parole et qu'on fait un grand débat après, ou bien si on a peut-être une ou deux questions. Oui. Voilà, parce qu'effectivement, on avait mis dans l'agenda quelques questions suite aux exposés. On se prend quoi, 10 petites minutes? Voilà, très bien. Alors, monsieur, par exemple, et vous n'hésitez pas à répondre à mes propres interrogations si elles sont bien en lien avec celles de la salle. Monsieur, Merci de prendre ma question. Je suis frappé par le fait que les fragilités présentées ne sont pas de l'ordre politique. On nous a présenté nombre d'indicateurs, mais les indicateurs de démocratie ou de légitimité du système politique n'étaient pas du tout abordés. Par exemple, ce serait intéressant de savoir dans quel quartier ou dans quelle métropole habite quel élu, quel ministre. Est-ce que dans les quartiers du Nord, peut-être il n'y a aucun membre du comité des finances de la communauté? Cette question peut être élargie au fait que quel est le pourcentage de la population résidente qui a voté pour la majorité? Donc ces questions de légitimité du système politique, je ne le vois pas et je trouve ça très dommage. Et mais ça rentre dans un cadre que je ressens pendant ces 2 jours ici, que les questions essentiellement politiques ne sont pas vraiment abordées, comme si c'était, je dis,
trop dangereuse. Je ne sais pas. C'est un ressenti. Hein. On travaille sur la politique urbaine, mais on ne pose pas la question d'où vient l'argent, qui vote pour l'argent, qui vote contre, parce qu'il y a aussi des gens qui votent contre. Là, la dernière, à Marseille, visiblement, je pense qu'il n'y a pas uniquement des erreurs de gestion, quelque chose comme ça, mais il y a une politique délibérée. Donc on pourrait, par exemple, savoir quels sont les quartiers qui reçoivent l'argent, mais aussi où habitent les décideurs. C'est une très vieille démarche des années 70. Ça n'est rien de nouveau, ce que je propose. Avant d'entendre Alain qui veut réagir, je vais faire une confidence indiscrète par définition, mais il se trouve que j'ai appris que votre épouse était une élue. Et donc peut-être ça explique votre sensibilité, mais ça n'enlève en rien l'intérêt de l'interrogation. Oui, moi je voulais juste dire là-dessus, avant de laisser les spécialistes répondre, mais je voulais juste dire là-dessus, oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais deux choses sur le mais. Premièrement, le monde de la connaissance, je veux dire le monde que nous partageons, arrêtons de dire le monde des chercheurs, le monde de la connaissance sur la société dans laquelle nous vivons. Il traite cette question des indicateurs d'une façon qui n'est absolument pas neutre. C'est-à-dire qu'il y a un débat sur la signification de ces indicateurs politiques. Et on n'aurait pas de mal à prendre certaines personnes dans la salle, moi le premier, et à les mettre en opposition avec des chercheurs qui sont certes de leurs amis personnels, mais dont ils ne partagent pas les analyses dans le monde, par exemple. Et donc, on est là devant quelque chose qui n'est pas simplement il faudrait parler des indicateurs politiques. Il y a aussi que là, on a un peu volontairement, enfin là je parle en ton nom Emmanuel, mais on a un peu volontairement choisi de regarder ailleurs face à un débat qui est un tout petit peu saturé. C'est-à-dire le débat de la signification du vote truc ou du vote machin, il est quand même un tout petit peu saturé. Et donc, on aurait pu l'aborder. Ok, c'est pour ça que je dis, vous avez raison. On aurait pu l'aborder, mais je crois que ça avait du sens aussi à rentrer par un autre bout, ce qu'a fait Emmanuel. La deuxième petite remarque que je voudrais faire, mais elle est à titre absolument personnel, mais totalement personnel. Ok, c'est bien de dire où habitent les élus. Ce serait pas mal de dire où habitent les architectes qui font les projets. Ce serait pas mal de dire où habitent les gens qui enseignent ceci ou cela et qui parlent très savamment de quartiers dans lesquels ils ne vont jamais. Ce serait très intéressant ouais. Sauf que, à mon avis personnel, la société transparente, totalement transparente, ça s'appelle l'enfer. Et il faut quand même y réfléchir. Oui, juste rajouter un élément. Est-ce qu'il faut vivre dans un territoire pour pouvoir en parler ? Parce que finalement, la question que vous posez, c'est est-ce que les élus vivent dans ces territoires-là ? Où est-ce qu'ils vivent ? Et est-ce que la façon de privilégier tel ou tel territoire n'est pas une manière de privilégier le territoire dans lequel on habite ? Mais moi, Pardon ? Mais alors, je pense surtout... Oui. Donc, je ne pense pas qu'il faille vivre dans un territoire pour pouvoir en comprendre les ressorts et pour pouvoir intervenir de manière pertinente sur ce territoire en particulier. D'autant que sur Marseille, il y a une situation très particulière puisque le centre-ville, qui est a priori dans les politiques publiques classiques, le lieu de toutes les attentions, le lieu d'expression des dynamismes de la ville, ce territoire central, justement, n'est pas à l'image des autres territoires. Il présente d'autres caractéristiques et la focalisation sur ce territoire, c'est une manière peut-être à terme de prendre en considération cette identité particulière, c'est-à-dire de ne plus penser ce territoire central comme un territoire à transformer de toutes pièces, mais plutôt de considérer qu'il y a là une identité singulière, une identité de centre populaire, et que c'est peut-être cette identité de centre populaire qui peut être le soubassement d'une réflexion plus générale sur la ville. Voilà. Alors on prend les deux questions puisque vous êtes quasiment... Ah bon, non, je pensais que vous étiez voisins. Allez, commençons par monsieur. René Tabouret. Dans le souci d'avoir des indicateurs, vous êtes parti
je parle du premier intervenant, sur les incapacités. Je crois que c'était une bonne idée. Il y avait 4 dimensions qui étaient retenues. Je pense qu'il y en a une qui est maintenant même reconnue dans les classifications de l'OMS, c'est les capacités relationnelles. Sans aller jusqu'à l'autisme, il s'agit de la difficulté à prendre la parole et à être écouté, et si possible entendu. Alors, en ce qui concerne les urbains et peut-être les métropolitains, je pense qu'il serait important de s'intéresser au fait que non seulement ils ont des difficultés à se situer dans un monde qui bouge, mais ils ont surtout une difficulté à pouvoir exprimer cette difficulté. Et je pense que la fragilité demanderait à une approche anthropologique, y compris en faisant, j'y pense en faisant référence en particulier à quelques interventions récentes de Maurice Godelier ou d'autres, qui dit pour faire société, il faut du politico-religieux. Je traduis ça en disant il faudrait du politique. Voilà, deuxième question. Bonjour, Antoine Lévesque, je suis doctorant en sciences politiques à Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. Je voudrais rebondir d'abord sur la première remarque qui a été faite et que vous avez un petit peu balayé d'un revers de la main et qui moi, ne me satisfait pas. Il me semble que regarder là où habitent les décideurs, ou même effectivement ceux qui participent à la décision d'une manière plus générale, donc les architectes, les urbanistes, etc., ça renvoie tout simplement à une sociologie des décideurs. Et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu un des aspects qui pour moi, m'a manqué dans ce colloque. D'autant qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus. On a cité, je ne sais plus quand, Stéphane Cadiou, et qui me semble a travaillé là-dessus, a montré que finalement l'évolution des institutions locales et le mouvement de métropolisation en l'occurrence pouvaient participer globalement au renforcement des inégalités d'accès. Voilà, on a la décentralisation qui au bout d'un moment arrive en France en permettant à des élus locaux, très locaux, enfin des maires, des conseillers municipaux, avec des profils sociologiques bien plus diversifiés, pour dire clairement bien plus populaires, enfin beaucoup plus issus des catégories populaires, c'est quelque chose qui... Excusez-moi, je vous demanderai de presser un peu. Alors, il faut jouer le jeu. Simplement désolé, pour j'avais annoncé la couleur. Simplement une deuxième remarque. Oui. Si je peux, sur, en fait, très brièvement. D'accord. J'ai trouvé très intéressant les différentes présentations ici qui montrent quand même le décalage des préoccupations entre ce qu'on fait ici, c'est-à-dire regarder le diagnostic des inégalités et d'un autre côté les préoccupations métropolitaines qui sont avant tout tournées vers l'attractivité. Et ce qui est particulièrement intéressant, mais ça a été fait dans d'autres études, c'est de montrer en fait le lien qui n'existe pas entre une attractivité des richesses qui serait redistribuée et qui bénéficierait à tout le monde dans les métropoles ou autour des métropoles, et au contraire le lien qui renforce ces inégalités-là. C'est dommage que hier, quand les économistes sont intervenus, on n'ait pas eu d'autres visions du développement économique des métropoles. Mais pourquoi n'êtes-vous pas intervenu la prochaine fois? Je ne suis pas économiste. Non, mais vous n'attendez pas la toute fin pour intervenir avec des remarques très pertinentes, mais justement, là, vous m'embarrassez. Nous sommes un peu contraints par le temps. Vous réagissez de vous à moi. Là, je ne peux pas m'empêcher de dire sociologie des décideurs, oui, pourquoi pas, mais il me semble que le plus intéressant, ça serait d'étudier l'ancrage des organisations partisanes qui sont les plus susceptibles de capter ou non la parole, les attentes. Un élu a le droit de vivre tranquillement dans son voisinage. Mais bon, ça c'est... Vous pouvez réagir encore sur ce point et en profiter peut-être pour revenir sur les deux petites questions que je vous avais infligées sur le capital et puis vous, comment Fabrice... Non, oui, c'est ça, Fabrice, pardon, sur l'outillage et la possibilité de le transférer dans d'autres métropoles. Et nous pourrons nous en tenir là. Alors, je voulais essayer de faire à la fois une forme de réponse, parce qu'on sent la frustration. Et c'est dommage que les gens repartent frustrés, même si Dolto a dit que je crois que la frustration faisait grandir. Mais
Donc une manière peut-être plus élégante de répondre, c'est de dire il faut pouvoir être à la fois très curieux de la diversité des manières de regarder les rapports habitants à la métropole ou aux métropoles qui se construisent. Et on n'a pas la prétention, je l'ai dit même en préambule, la prétention de dire ce que sont les bons ou les mauvais indicateurs. Donc moi je le prends très tranquillement, mais à culpa si la dimension du capital humain n'est pas assez présente dans les représentations que sont faites ici, parce que je ne fais que reprendre des représentations, certes plutôt institutionnelles, de la manière dont on essaie de lire les inégalités ou l'évolution de l'action publique et ou du fonctionnement des dynamiques territoriales. Pour répondre à la deuxième partie, c'est-à-dire la question de la préoccupation ou de la manière dont les économistes regardent plutôt l'attractivité et regarderaient peut-être un peu moins la question de la cohésion, je pense que sur le terrain, objectivement, les élus et les techniciens font les deux. Je voudrais éviter qu'on essaie d'opposer ici. L'organisation du colloque fait que c'est un peu segmenté avec un regard, peut-être une dimension économique, une dimension plus développement durable. Mais c'est l'exercice du colloque qui veut ça. C'est pas l'intention, me semble-t-il, ni des élus, ni des acteurs, même si on souffrira tout le temps du fait qu'on met les choses plutôt dans des cases et qu'à un moment donné, on parle d'économie, à un moment donné, on parle des transports, à un autre moment du social, mais tout ça, effectivement, fait système. Donc il faudra peut-être inventer des tables rondes système pour reprendre l'invitation d'autres. Et j'en terminerai donc par la formulation qui était faite. En général, un élu, quand il n'a pas envie de répondre, il raconte une histoire, donc je vais faire ça pour terminer. Donc c'est de dire que, si je prends l'exemple de Toulon, j'espère qu'il n'y a pas de Toulonnais, je discutais avec ma collègue Magali Talandier, que vous avez entendu hier, sur la manière de lire le positionnement des métropoles en France. Si vous regardez Toulon à partir d'indicateurs métropolitains, je vais être gentil avec Toulon, mais ils sont loin d'être champions d'Europe. Sauf en rugby. Voilà. Au demeurant, dire pour autant que Toulon ne va pas bien, si on regarde, on va dire, la forme de cohésion sociale qui a eu lieu il y a quelques semaines, vous voyez que le regard qu'on peut porter sur un même objet métropolitain, même organisation, fait qu'il faut être assez distinguer les choses ou ce que l'on observe. D'où mon propos sur mais de quoi on parle lorsqu'on veut observer les fragilités ou qu'est-ce que ça a comme intention. Donc, d'un point de vue d'indicateur métropolitain, on pourrait se dire qu'un certain nombre de métropoles sont un petit peu à la traîne, en retard, pas assez d'eux ou autres. Mais pour autant, et ça répond en partie à la question, si on regarde d'autres éléments, dont le capital social, dont ce qui fait intelligence collective, dont la capacité d'adaptation qui renverrait d'autres travaux sur la question de la résilience, la question, font qu'on s'aperçoit que la question de l'entraide, la question de l'informel, la question de ce qui est peut-être plus difficilement mesurable par des indicateurs institutionnalisés, n'en est pas moins une clé de lecture aussi importante pour comprendre le fonctionnement des métropoles. Peut-être qu'on sait moins intervenir sur ces registres-là, ou on sait moins faire politique publique dans la lecture de ça, parce qu'on est sur la limite de l'égalité, la limite, et pour autant, on sent que ça participe de ce qu'est une dimension métropolitaine, voilà, et qui n'est pas nécessairement contre la dimension de l'attractivité. Bon, je crois que je ne vais pas en rajouter sur la réponse à mes deux petits camarades sur les questions qui ont été posées. Je partage ce qu'ils ont dit. Juste sur la question de comment ce qu'on a fait à Toulouse et que j'ai présenté sur la base d'un territoire peut être éventuellement élargi. Moi, je pense que c'est vraiment une posture là méthodologique et je pense que ça renvoie à la question de la proximité avec, au fond, l'approche par les habitants. C'est-à-dire qu'une des questions qui se pose, et je crois qu'il ne faut pas la régler trop vite, c'est ce qu'on a essayé d'aller regarder, mais ce que Marseille a regardé aussi, c'est quels sont les modes de vie métropolitains. Ils changent, d'abord, est-on capable de les décrire? Ils changent à une vitesse incroyable. On était, nous, là, dans quelque chose qui, vu de loin, est une bonne partie du centre de l'agglomération toulousaine, dynamique, attractive, les graphiques là, le rappelaient hier. Et en même temps, on a trouvé des modes de vie, évidemment, qui ne correspondent pas du tout à l'image de la métropole
toulousaine, attractive, etc. Et donc, c'est pas tant, à mon avis, une question de d'outils, de méthode, qu'une question de posture qui consiste d'abord à se dire, il y a encore dans la métropole, du fait de son développement extrêmement rapide, l'intégration de populations qui ont des caractéristiques, des modes de vie, etc., qui tranchent avec le profil métropolitain, et il faut s'approcher de ça pour le comprendre. Il y a en même temps, du fait de l'accélération métropolitaine, mais de l'accélération plus générale des modes de vie et des transformations sociales, des modes de vie qui changent. Donc c'est plutôt une question de posture. Et c'est pour ça que je disais que la notion de fragilité, moi, me paraissait intéressante pour qualifier aussi l'action publique. Parce qu'une action publique fragile, c'est aussi une action publique qui va prendre qui aura ce souci-là, plutôt que de répondre par un certain nombre de recettes ou de grilles un peu préconçues et plaquées. Alors, on m'annonce une demande d'intervention très courte en haut à droite, quitte à ce que vous receviez la réponse au fil des échanges avec M. Delevoye. Sans problème. Ma question est très simple. Toutes les métropoles sont engagées dans des programmes de renouvellement urbain financés par l'ANRU depuis maintenant plusieurs années. Je suis surpris qu'aucun des exposés sur la fragilité n'ait abordé ce sujet, donc il y a une question de fond là. Ça me paraît d'autant plus nécessaire que les PRU ont dissocié projet urbain de projet humain. C'est des termes qui ont été assez régulièrement opposés durant ces dernières années. Il me semble nécessaire que si POPSU travaille dans sa 3e phase sur ces questions, l'anthropologie et l'ethnologie en fassent entièrement partie. Et enfin, qu'on questionne la France des rentiers et ces politiques successives de construction de logements fiscalisés qui amènent vos questions sur que va-t-il devenir dans 9 ans d'un certain nombre de territoires. Alain Bourdin répondra à votre question. Tu veux y répondre maintenant ? Dire un mot, même si on revient sur la question après, mais juste dire un mot pour expliciter un point. C'est quasi volontaire, c'est-à-dire qu'on se situe, on n'est pas les seuls à faire de la recherche, encore heureux, et donc on se situe dans le champ de la recherche. Et c'est vrai qu'on a aussi essayé à la fois de trouver des thèmes, des orientations qui avaient sens pour nos interlocuteurs des collectivités, et en même temps de ne pas relabourer ce qui est travaillé par d'autres équipes de recherche. Alors c'est à la fois les limites, mais la logique du monde de la recherche. Ici, vous n'avez que le programme POPSU qui s'exprime. Il y a, y compris au PUCA, une série de travaux qui répondent beaucoup mieux à votre question. Bon, malheureusement, c'est ça la recherche. Mais après, on pourra en discuter quand même tout à l'heure. M'autorises-tu à remercier nos 3 intervenants en disant qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. C'était extrêmement stimulant. Merci à tous les 3. Et pour la... Voilà, parfaitement. Et je te laisse donc orchestrer la conférence avec M. Delevoye. M'autorises-tu à dire quelques remerciements avant donc de te céder le micro? Des remerciements aux 3-4 présidents, dont toi, pour m'avoir accompagné dans la préparation de ces tables rondes, de ces échanges. Merci à toi de m'avoir impliqué dans cette aventure. Merci à Emmanuel, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à cette occasion, Emmanuel Raoul. Merci plus à Hélène, et puis plus à Jean-Baptiste, le monsieur qui n'arrête pas de me glisser des mots pour m'aider dans le respect du timing. Voilà, vous avez constitué une équipe formidable, mais je tenais à le dire. Dans l'équipe formidable, il y a quelqu'un de formidable, c'est Sylvain Allemand, que nous remercions. Reste là. Je ne peux pas travailler sans toi. Et donc, je vais tout simplement inviter Jean-Paul Delevoye à venir prendre la parole et nous faire part de son témoignage. Et après, on ouvrira une petite discussion. C'est désolant, mais avec ces grèves, c'est un peu compliqué. Mais on va essayer quand même d'aller jusqu'au bout.